Hello ho! Et c'est parti pour un nouveau numéro de Talmel. Cette fois-ci, on va aborder les animes de la fournée automnale et quelques sorties manga ainsi qu'un jeu vidéo qui m'a particulièrement marqué, un certain Final Fantasy IX. On commence par les animés avec My Hero Academia, la saison 8 et la saison finale. Ma foi, c'était vraiment très bon. Alors le manga, j'avais quand même été un peu déçu par la tournure du combat entre Deku et Shigaraki, qui était très orienté psyché, un peu trop à mon goût, très spirituel, très psyché versus psyché, particulier, mais je vois où Kohei Horikoshi voulait en venir. Au-delà de ça, ça reste un manga assez classique, hein, qui m'aura pas tant marqué que ça, mais paradoxalement, ça reste une œuvre qui a marqué toute une génération, pas la mienne, hein, clairement. Il a marqué une époque, hein, il a marqué 10 années, durant lesquelles il aurait été parfois, très rarement, mais parfois, le shonen le plus lu au monde, hein, devant One Piece, ou pas. Je crois que c'était plus Kimetsu no Yaiba. Bref, dans tous les cas, il aura marqué une génération, ça c'est sûr. De la même manière que moi j'ai été marqué par Naruto, One Piece, d'autres Bleach, etc. Il y en a plus jeunes que nous qui ont été marqués par My Hero Academia et c'est mérité, hein, même si voilà, la structure narrative est assez classique, hein, surtout au niveau des gentils. Au niveau des méchants, j'ai quand même décelé quelques fulgurances, hein, quelques empreintes qui sont très bien construites, assez tragiques. En termes de dramaturgie, au niveau des méchants, c'est plutôt réussi. Au niveau des gentils, pas vraiment, mais voilà, il y a quand même de bons points. Pour revenir à l'adaptation animée, c'est un quasi sans faute, hein. Il y a certains épisodes qui sont vraiment incroyables, hein, du point de vue animation Sakuga, scénique, les seiyuu sont incroyables évidemment. La bande originale, bien sûr, toujours aussi sublime. Et le studio Bones a accompli un travail parfaitement parfait. C'est le cas de le dire, hein. Il n'y a qu'à aller voir les notes de My Anime List, je crois, pour voir que effectivement c'est réussi. En tout cas, ça a été très bien reçu par l'ensemble de la communauté ou par la quasi-totalité de la communauté. Après, bien sûr, encore une fois, il y a des défauts, il y a une certaine prévisibilité, la dramaturgie aurait pu être plus aboutie du côté des gentils, mais on voit que Kohei Horikoshi avait la foi, on voit qu'il avait l'envie de conclure comme il faut son œuvre, et ça se ressent, c'est peut-être ça le principal, hein. On ressent le cœur, on ressent l'âme du mangaka jusqu'au bout. Et il a fait en sorte que ça soit vraiment conclu en bonne et due forme, même si il y a encore un épisode spécial qui devrait arriver, qui devrait adapter le chapitre bonus. Ça aurait été bien qu'il le fasse en tant qu'épisode normal. Je ne sais pas pourquoi on est obligé d'attendre plusieurs mois pour l'adaptation du chapitre bonus, qui est très bon, hein, au passage, hein, qui conclut vraiment, voilà, parfaitement le manga. Là, on peut avoir quelques réserves. Le chapitre bonus, à mon sens, il conclut comme il faut, du mieux possible, en tout cas, My Hero Academia. Mais voilà, on va devoir attendre un peu. C'est pas très grave. Dans l'ensemble, ça aura été une franche réussite. Bien sûr, il y a eu pas mal de déceptions au fil des saisons, hein, en particulier les dernières. Mais cette saison finale, clairement, on peut pas lui enlever d'avoir mis toutes les pièces de son côté, hein, que ça soit storyboarding, encore une fois, animation, réalisation scénique. Tout a été fait pour qu'on en retire un très beau souvenir, et c'est le cas. Spy Family, saison 3, peut-être ma saison préférée, dans la mesure où on aborde des arcs sérieux, hein, notamment vis-à-vis de Lloyd, dans sa jeunesse, notamment un flashback très poignant, qui prouve que Spy Family, au-delà d'être un anime slice of life, est également un anime tragique qui va parfois aborder des thématiques très sérieuses, hein, le traumatisme de la guerre notamment, hein, parce que ça prend quand même place dans un contexte de guerre froide très susceptible de vriller d'un moment à l'autre. Et à travers quelques arcs, à travers quelques personnages, on ressent quand même un certain désir de nous faire ressentir autre chose que des rires. C'est parfois triste, hein, c'est parfois tragique, et c'est ce qui est aussi appréciable dans Spy Family. Il y en a qui vont dire que ça avance pas des masses, certes, il faut pas oublier que c'est un anime slice of life, hein. Le genre slice of life, par définition, le fil rouge il avance pas trop, hein. C'est surtout des portions de quotidien qui sont censés nous faire vibrer, nous faire sourire. Mais voilà, il y a quand même quelques moments sérieux, et c'est ce qui fait tout le sel, toute la magie de Spy Family, à mon sens. Je suis pas spécialement impatient de voir le fil rouge vraiment se dérouler comme ça à vitesse grand V. Pour l'instant, le rythme me satisfait
très bien. Et encore une fois, on a quand même eu quelques passages très sérieux. La mère de Damian, par exemple, hein, qui nous a fait grâce d'un passage très 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 flippant, hein, une personnalité double qu'on n'avait pas vraiment anticipé plus que ça. Même au niveau de Anya, ça avance, hein, sans trop spoiler, hein, mais bon, de toute façon, j'imagine que si vous regardez la review, vous avez déjà vu la saison, très bonne animation comme d'habitude, rien à dire, c'est impeccable. To Your Eternity saison 3, j'ai beaucoup aimé, hein, comme d'habitude, hein, To Your Eternity c'est un des animes les plus sous-cotés à mon sens, qui aborde notamment des thématiques assez profondes, hein, telles que l'existence, la mort, le deuil, la volonté de vivre éternellement, les dilemmes qui s'offrent quand on se retrouve face à une situation qui n'a pas vraiment de solution. Toutes sortes de personnages qui ont leurs qualités, ont leurs défauts, parfois des traumatismes très très profonds qui les rend brisés à jamais, et une écriture très ciselée, hein, très soignée, qui sait où elle va et qui nous fait nous interroger vraiment sur ce qu'est le bonheur, ce qu'est le malheur, qu'est-ce que ça veut dire vivre, est-ce que ça vaut la peine de poursuivre son rêve, est-ce que ça vaut la peine de renier son rêve, c'est toujours aussi soigné. Alors il y a un personnage en particulier qui est très problématique, qui a fait jaser la communauté, à raison, hein, clairement il est... voilà. Mais le truc c'est que ce personnage-là, il représente une certaine portion, hein, des japonaises et japonais, surtout japonais, et même au-delà du monde, hein, de toute façon, voilà, sans trop spoiler, hein, sans aller dans le spoil pur et dur, mais clairement c'est un personnage qui, en termes de démographie, ça existe. Donc le fait qu'ils aient représenté ce type de personnage, oui, j'entends bien. Je ne trouve pas qu'il y a de glorification plus que ça. C'est vrai que c'était bizarre, très bizarre, on peut pas se mentir. Mais voilà, ça m'a pas non plus sorti de l'œuvre à ce point-là, mais je comprends que ça ait gêné. C'était peut-être l'objectif aussi, hein. L'objectif était peut-être de montrer sur le devant de la scène que ce type de personnage existe, et ces personnages-là, malgré leurs défauts, ont tout de même certaines qualités, hein. C'est tout le dilemme, c'est toute la complexité de la nature humaine. En tout cas, je serai parti pour la partie 2 de la saison 3. Je crois qu'il n'y aura pas de saison 4, hein. Il me semble que c'est divisé en 2 parties. En tout cas, cette partie 1 était très 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 bonne. Ça avance pas mal, et par rapport à l'ennemi central. Et là, on se retrouve face à une situation où il va falloir peut-être réfléchir à autre chose qu'une guerre sans fin. One Punch Man saison 3 partie 1. Bon bah... c'était nul, hein, c'était nul, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? L'animation est inexistante, mis à part quelques fulgurances ci et là, il y a quand même quelques scènes qui sont assez réussies. Et encore, hein, quand je dis assez réussies, c'est du niveau de la saison 2 en termes de Sakuga. La saison 1 reste à jamais inégalée, hein, hélas. Pour nous remettre dans le contexte, la saison 2 était déjà une déception par rapport à la saison 1 qui était parfaite de bout en bout. Mais la saison 3, c'est vraiment catastrophique. La saison 2, en comparaison, est réussie, hein. C'est vraiment triste parce que le manga est incroyable, hein. Les planches de Yusuke Murata, qui est au dessin, sont sublimes, hein, que ce soit en termes de double page, en termes de storyboarding, en termes de posture, en termes de chorégraphie, en termes de fluidité, en termes de perspective, c'est juste fou. Et l'anime charcute tout ça, hein. Le studio JC Staff notamment fait un travail catastrophique, désastreux, c'est terrible, c'est vraiment terrifiant. La faute surtout au studio de production, hein, Bandai Namco, qui a affiché des deadlines nuls, un budget famélique. La faute aussi au studio JC Staff, qui aurait dû refuser tout simplement, hein, quand on vous fixe des conditions nulles dans lesquelles vous savez que vous n'allez pas accomplir un travail digne de ce nom, hein, digne de l'œuvre. Vous êtes censé refuser, ce que JC Staff n'a pas fait. Du coup, le blâme leur en revient aussi, hein. Les têtes pensantes de JC Staff, bien sûr, les animateurs, bon bah ils n'ont pas le choix, c'est leur taf, c'est comme ça. J'imagine qu'ils sont les premiers à être déçus du résultat. C'est vraiment dommage, sachant que l'arc de l'association des monstres, c'est l'arc le plus important de One Punch Man à ce jour. Même au niveau de l'écriture, hein, One, c'est une écriture qui est très soignée, qui prend du temps à écrire et à développer les personnages secondaires, hein, notamment, et aussi les ennemis. Le world building aussi est soigné. Il y a des thématiques, des thèmes qui sont abordés ci et là de manière assez spontanée, de manière assez fraîche, et expliquée de manière très simple, très limpide. Là, l'anime, bon bah le timing est désastreux, hein, que ce soit en histoire pure et dure, en intrigue, ou même en impact humoristique. C'est nul, 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 nul.
nul. Il y a quelques scènes qui font effet, mais globalement, éclataxe au sol. C'est un désastre absolu. On en retire tout de même, côté positif, quelques scènes ok tiers. Flashy Flash, notamment l'épisode avec son duel contre les deux ninjas de niveau dragon, est plutôt correct. Le combat final, Saitama versus Orochi, correct aussi, 5 sur 10, 6 sur 10. Donc bon, voilà, comment se contenter de ça? C'est impossible, c'est pas possible. La partie 2 a été annoncée, hélas. J'ai pas grand espoir qu'il se passe grand chose. Il faudrait vraiment un reboot. Il faudrait qu'on enlève cette franchise des mains crochues de Bandai Namco, hein, qu'on fasse en sorte que ça soit confié à un studio digne de ce nom. Science Saru, par exemple, hein, qui fait Danmadan, Madhouse, qui a adapté la première saison, qui a eu une période de vide, mais maintenant qui revient quand même comme il faut, hein, avec Susumu Frieren notamment. Hélas, ça sera pas le cas, malheureusement. On va quand même croiser les doigts pour la partie 2, on sait jamais, hein, sachant que la partie 2, bah, c'est là où il y a le gros des combats, hein, notamment un combat incroyable. Heureusement que la fandom One Punch Man est au rendez-vous, hein, plus qu'au rendez-vous. Elle nous permet d'avoir une animation Sakuga de folie, c'est déjà ça de gagner. Mais quand même, on ne devrait pas se contenter du talent de la fandom, quoi. C'est au studio de faire le taf, et c'est pas le cas. C'est pas le cas, quel désastre. Au niveau manga, les scans de One Punch Man, on a terminé l'arc de Sweet Mask, ou Boat, très réussi, hein, vraiment. On a bien exploré sa psychologie, son envie d'ériger un héros digne de ce nom, hein, qu'il estime ne pas être, hein, notamment vis-à-vis de sa nature cachée, hein, sa nature de monstre. C'est très bien écrit, hein, le personnage a vraiment un très bon développement, un très bon arc. Saitama a un gros impact aussi sur Sweet Mask, hein, un impact sur la perception de soi, hein, sur ce qu'est être un héros au fond, hein, au-delà des apparences, au-delà des préjugés, au-delà des dires, au-delà de la popularité manifeste des héros et de leur perception vis-à-vis du grand public. C'était juste réussi de bout en bout, hein. Contrairement à l'arc Ninja qui était malheureusement assez défaillant par endroits, c'est le cas de le dire, hein, avec le nombre de réécritures qu'on a eu. Là, l'arc de Sweet Mask, vraiment rien à dire, c'est impeccable. One nous a délivré une écriture comme il se faut, et Yusuke Murata, des planches magnifiques. Le combat entre Sweet Mask et Pesky Clown, incroyable, très intense. Yusuke Murata a tellement de talent en termes de dessin qu'il peut facilement instiller des notions de peur, de terreur vis-à-vis des monstres, juste à travers le dessin, ce qui est le cas de Pesky Clown, qui est vraiment très perturbant en termes de méchant. Et voilà, bon, l'écriture, encore une fois, rien à dire, un très beau développement, c'est très poignant ce qui se passe à la fin de l'arc, avec Saitama qui prouve que même s'il a encore énormément de progrès à faire en matière de ce que être un véritable héros, il prouve que au fond du fond, au cœur du cœur, il en est un, hein. Il a les vraies notions de ce qu'est être un héros, il sait se mettre en retrait, il sait sacrifier sa réputation, sa fortune, il sait ce qu'il faut faire, hein, quand il faut le faire. Après, il y a d'autres problèmes bien sûr, hein, qu'il va résoudre au fur et à mesure des arcs, mais son impact eu égard à l'ensemble des héros qui l'entourent est incroyablement manifeste, et ça commence à se ressentir. À voir ce que donnera le prochain arc, hein, avec la reprise de l'association Neo du coup. Là pour l'instant c'est les débuts, donc je vais pas trop m'y pencher plus que ça, mais voilà, ça a l'air assez intéressant, hein. Le fils de Blast notamment, Blue, assez curieux, hein, en termes de psyché, en termes de psychologie, à voir où ça va nous amener, surtout que ce qui s'est passé avec Sweet Mask a un impact évident, hein, sur l'association Neo, et cette manie, cette obsession de Blue à faire en sorte que les monstres soient éradiqués de bout en bout. Ça ressemble à un certain Sweet Mask notamment, c'est assez marrant. Vivement. Dragon Ball Super, le tome 24, Absolute Cinéma. Toyotaro ne pouvait pas mieux conclure l'arc super-héros et l'interlude qui le suit que par rapport à ce qu'il a fait là avec ce tome-là. Il a rendu un très bel hommage à Akira Toriyama qui malheureusement nous a quittés il y a plus d'un an, hein, désormais. Il y a pas mal de scènes très poignantes de retrouvailles entre Goku, Gohan, aussi un focus assez intéressant sur Broly, hein, notamment, et ses futures capacités, sa future aptitude à maîtriser la bête en lui, hein. Ça ressemble
curieusement à Beast Gohan, justement, la forme qui est parvenue à maîtriser Gohan, la forme Beast. Et au-delà de ça, on se rend compte que voilà, on commence vraiment à avoir une team de Saiyans très 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 puissante qui va faire des étincelles. Un Piccolo aussi qui est revenu sur le devant de la scène de manière assez prestigieuse. Et au niveau de l'écriture, c'est vraiment touchant. Voilà, c'est juste touchant. Il y a des dialogues entre différents personnages qui nous renvoient à certaines scènes du passé. La petite scénette à la fin où Goku part retrouver Pan, la fille de Gohan, et sa petite fille du coup, est très très touchante également. On voit que ça a été fait avec l'âme, avec le cœur. Et du point de vue dessin, Toyotaro a accompli de sacrés progrès au fil des volumes, clairement. Je trouve qu'il rend grâce à Akira Toriyama tout en ayant son propre style. Pas parfait, mais vraiment on s'en rapproche quand même drastiquement. Il me tarde de voir la suite. Je suis pas si pressé que ça. Bon, je commence à être pressé un peu. Il faudrait déjà adapter l'anime Dragon Ball Super, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. L'arc Granola notamment, l'arc Moro également, qui sont des arcs assez importants, très importants même. Du coup, il me tarde de voir ça. Pour l'instant, on va se contenter d'attendre patiemment. Mais c'était encore une fois un très très bon volume, avec un très bon chapitre spin-off d'ailleurs, un très bon chapitre bonus à la fin, qui rend grâce notamment à la période dorée du Crête Saibaman, l'inspiration qu'il a réussi à donner à un certain Trunks, et aussi un certain Goten, bon, par interface interposée certes. Avec ce chapitre, on retrouve un peu l'essence de Dragon Ball, ça fait plaisir à voir aussi, rien à dire. Très 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 bon volume. One Piece, le tome 111, donc on commence à aborder l'arc d'Elbaf avec un premier arc assez curieux. Une partie de nos Mugiwara se retrouve transportée dans une sorte de village en Lego géant. C'est assez curieux, bon c'est plutôt marrant, mais j'ai pas plus accroché que ça. C'était rigolo, mais voilà, c'est surtout la deuxième partie qui nous intéresse, le moment où enfin on arrive à Elbaf en bonne et due forme, avec des doubles pages incroyables. Et Shiro Oda est toujours aussi doué en matière de lore, en matière de world building, les différentes mécaniques qui régissent les modes de transport, les modes d'acheminement, les différents matériaux, les différentes surfaces qui représentent l'île d'Elbaf en l'occurrence, la population, la culture. C'est toujours soigné, il a toujours été très bon là-dedans, qu'il s'agisse de Skypiea, Water 7, et ici Elbaf, c'est toujours une féerie impeccable qui nous attend. Et ça fait plaisir, juste le sentiment d'exploration, le sentiment de découverte est impeccable. Surtout que là, bon, c'est Elbaf. Elbaf, l'île des géants, ça fait tellement longtemps qu'on attend de la découvrir. Enfin, on y arrive et ça promet d'être incroyable. Il me tarde de voir la suite. Et pour l'heure, mon sentiment d'émerveillement est au rendez-vous avec une scène très touchante, très poignante entre Robin et un certain personnage. Une scène qu'on attendait depuis un petit moment maintenant. Là est toujours aussi doué en termes d'émotion. Ça fait du bien au Kokoro. Hajime no Ippo, le tome 141, on commence enfin à entamer le combat entre Ryu Mashiba et Marcus Rosario. Pour l'instant, c'est très intense. Mashiba clairement à l'ascendant. On voit que Marcus Rosario est surpris par la puissance de son adversaire, il ne s'y attendait pas. Surtout que bon, sa préparation a été catastrophique, clairement il ne l'a pas prise au sérieux. C'est un personnage assez curieux, très violent, qui nonobstant semble très doué, notamment en matière de contre et en matière de rapidité, en termes de punch aussi. Donc il ne faut surtout pas le sous-estimer, ça reste un champion, mais un champion clairement qui n'a pas l'air de prendre la boxe au sérieux, contrairement à Mashiba qui est vraiment de bout en bout, là il est plongé dans la discipline noble qu'est la boxe. Il est concentré de bout en bout, il va remporter la ceinture, on y croit dur comme fer. En termes de planche, c'est magnifique, Morikawa oblige, ça fait longtemps qu'il a atteint son apogée en termes de mouvement, en termes de dynamique, en termes de posture, en termes de fluidité, c'est juste impeccable. Et il me tarde de voir la suite, bien sûr, on a peur, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. J'espère évidemment que Mashiba va l'emporter, il le mérite, après l'évolution folle qui a connu ce personnage, qui à la base était très violent, qui n'hésitait pas à tricher pour gagner. Et ben là, il a surmonté ses démons. On verra bien comment ça va se passer avec Rosario, qui a pas l'air spécialement adepte de la boxe clean, de la boxe propre. C'est pas vraiment l'impression qu'il renvoie. À voir comment il va se débrouiller face à un adversaire comme ça, d'autant plus un champion du monde. Mais on y croit. Mashiba, donne tout, tu vas avoir la ceinture.
Go go. Enfin, au niveau des jeux vidéo, Final Fantasy IX. Quelle aventure, quel voyage. Les personnages, qu'est-ce que je me suis attaché à eux. Bibi notamment, mais pas que, hein. Grenat bien sûr, qui est incroyable aussi. Jidan, hein, un gros charreau, mais un charreau au grand cœur. Une très belle troupe, très soudée. En termes d'univers, c'est un univers vraiment, pour le coup, traditionnellement Heroic Fantasy. J'ai beaucoup aimé. C'est peut-être mon univers préféré pour l'instant des Final Fantasy que j'ai fait, hein, à savoir que j'ai fait le 7, 8, 9. Et en termes de Final Fantasy préféré tout court, ça se joue entre lui et Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII, j'ai vraiment eu un affect de folie, notamment pour le lien qui relie Linoa à Squall, hein, et l'histoire bien sûr tragique entre Laguna et Julia. Toute cette idée de destinée, de tragédie grecque, j'ai vraiment aimé, hein, au-delà de la mécanique qui a mis du temps à démarrer, mais une fois qu'on l'a saisi, c'était impeccable. Final Fantasy IX, j'ai beaucoup aimé également le système de combat, qui est beaucoup plus simple à prendre en main, hein, beaucoup plus intuitif, avec différentes armes et différentes compétences à acquérir au fil de l'expérience, au fil des points de combat qui vont s'accumuler. Les combats d'ailleurs sont très bons, très dynamiques. J'ai pris pas mal de plaisir à PEX notamment. Bon après, la vitesse x3 a aidé, je vais pas mentir non plus. Ça reste un jeu qui a un certain âge à accuser. Mais voilà, l'histoire était vraiment belle. Le méchant était très intéressant. Au début, antipathique au possible, hein. Dark Sasuke, il gavait. Et puis, bon, plus le temps passe et plus on commence à comprendre pourquoi il en est arrivé là. En termes de cinématiques, c'est spectaculaire au possible. Alors, il y a des cinématiques où j'étais bouche bée. C'est fou furieux. La maîtrise, hein, de Square Enix en la matière est incroyablement folle. Même pour l'époque, hein, ça en met encore plein la vue. La bande originale de Nobuo Uematsu, comme d'habitude, magnifique, une de mes préférées, hein. Et c'est pour ça qu'au final, oui, c'est mon Final Fantasy préféré. Aux côtés du 8, j'arrive pas vraiment à élire un vainqueur. La Final Fantasy 9, c'est vraiment en termes d'aventure, en termes de personnages, en termes de voyage, hein, en termes de ce que j'ai pu ressentir au fil des rencontres, au fil des morts, au fil du temps. C'était fou. Et c'était triste, c'était drôle parfois. Merci Final Fantasy 9, merci Square Enix, vivement Final Fantasy X. Et ce sera tout pour ce numéro de pêle-mêle. On se donnera rendez-vous peut-être pour les prochaines sorties ciné, peut-être pour la fournée hivernale également, hein, qui va commencer niveau anime avec Susu no Frieren, saison 2, Jujutsu Kaisen saison 3. Quoi d'autre? On a du Oshinoko saison 3, il me semble aussi. On va se régaler, hein, grosso modo, on va se régaler comme il faut. Hell's Paradise saison 2 aussi. Ça va être impeccable. Très bon début d'année niveau anime, hein. Niveau du monde, pas ouf, mais niveau animé, on va se mettre bien. Gros bisous, ciao ciao.